Alors, qui sommes-nous? Alors, Procure a été fondé en 2003 et la seule organisation, le seul organisme de bienfaisance au Québec entièrement consacré à la lutte contre le cancer de la prostate. Procure a pour mission de fournir aux scientifiques et à l'humanité les moyens de contribuer à la prévention et à la guérison du cancer de la prostate. Nous travaillons sur 3 fronts: la recherche, la sensibilisation, l'information et le soutien. Du côté de la recherche, nous avons une biobanque. C'est quoi une biobanque? En 2007, Procure a décidé de lancer cette biobanque où 2000 Québécois ont donné leur prostate, leur sang, leur urine. Ils ont aussi rempli un questionnaire sur la façon dont ils vivaient leur vie, etc. Donc, on a ce matériel qui est donné aux scientifiques, les 4 centres, alors la faculté du CHUM, du CUSUM, du CHUS, le CHU de Québec et le Fonds de recherche en santé du Québec ont tous participé à cette biobanque. Donc, le contenu de tout ça est dans des congélateurs, dans les centres universitaires. Nous avons toute l'information concernant ces patients et toutes les données concernant ces patients. On a débuté un processus il y a 2 ans de distribution des spécimens. Nous avons un projet avec les États-Unis, avec le National Institute of Health, où ils sont en train de faire des analyses complètes du génome. On est une des biobanques au monde qui a été choisie pour le cancer de la prostate. Nous avons aussi un projet au Québec sur les nouveaux marqueurs de récidive. Nos événements, donc dans le côté sensibilisation, on a des événements phares et un de ceux-ci, c'est la Marche du courage qui aura lieu la fin de semaine de la Fête des Pères. Donc le 21 juin, vous êtes tous invités à participer à cette marche. C'est une marche de 5 km au parc Jean-Drapeau de l'île Sainte-Hélène. C'est un très bel endroit. Le coût d'inscription est 60 $. Vous recevez un crédit d'impôt. Alors vous pouvez vous joindre à nous et participer avec l'Impact, les Alouettes et le Canadien de Montréal. Nous avons également, cette fin de semaine-là, le Tour du courage où 200 cyclistes dans le Nord et aussi au parc Jean-Drapeau, au circuit Gilles Villeneuve, vont recueillir des fonds pour le cancer de la prostate. Le mois de novembre passé, on a lancé l'événement Nœuvembre. Et le Dr Tarski aussi a son nœud papillon. Moi, je n'ai pas porté le mien aujourd'hui, mais lui, il a le nœud papillon. Et c'est un projet qu'on a lancé au mois de novembre et on appelle ça Nœuvembre. Alors, on vend des nœuds papillons et ça nous aide à amasser des fonds et à sensibiliser les gens au cancer de la prostate. Jean Pagé était le designer du nœud papillon et au cours des prochaines semaines, on va annoncer qui sera le designer pour le nœud papillon de 2015. Alors, le 19 novembre, c'est la Journée québécoise de sensibilisation au cancer de la prostate. Ça a été reconnu officiellement à l'Assemblée nationale. Alors, ça fait partie de la Journée internationale des hommes où, le 19 novembre, on invite tous les gens du Québec à porter un nœud papillon cette journée-là. Notre dernier pilier, c'est l'information et le soutien. Nous avons 7 bonnes raisons d'utiliser les services de soutien de Procure. Le premier, c'est notre ligne sans frais, 24 heures par jour. Vous pouvez appeler et un professionnel de la santé vous répondra et pourra répondre à vos questions. Et vous pouvez appeler, envoyer un courriel, ils vont vous répondre dans 24 heures. Alors, souvenez-vous du numéro de téléphone 1-855-899-2873. Nous avons également notre site web où vous pouvez trouver des questions que vous pourrez poser à votre docteur si vous venez d'être diagnostiqué. Vous pouvez en apprendre plus sur le cancer de la prostate. Alors, c'est un site web bilingue et vous avez toutes les informations concernant les traitements qui vous sont offerts ou les questions auxquelles vous voulez des réponses. Notre série de conférences grand public. On en a une au mois d'avril en anglais qui est traduite en français et on en a une à Québec où c'est traduit vers l'anglais. Donc, vous savez, les gens sont assis dans leur salon, ils peuvent suivre la conférence sur le web. Et si vous avez manqué la conférence, on va vous donner tout le contenu en anglais et en français sur notre canal YouTube. Nous avons également un blog. À tous les mois, on a 3 articles sur le traitement des types différents de produits, des médicaments qui sont disponibles. Alors, vous n'avez qu'à consulter notre section blog et vous aurez toutes les informations là-dessus. Nous avons également une infolettre qui est publiée 2 fois par année, une fois au mois de juin et ensuite au mois de décembre, où on fait une révision de tous les événements
qu'on a fait au cours des 6 derniers mois et aussi on parle des nouvelles concernant les traitements ou qu'est-ce qui s'en vient au cours des 6 prochains mois. Si vous voulez, vous pouvez également nous appeler ou nous envoyer un courriel et on vous donnera un livre gratuit qui a été écrit par le Dr. Sadden et le Dr. Michael McCormack. C'est disponible en anglais et en français et on vous envoie ce livre gratuitement. Alors, c'est une question de comprendre la maladie et les traitements. Nous avons aussi des nouvelles publications. On a 3 publications. Il y en a une qui est « Êtes-vous à risque? Pensez-y ». L'autre, c'est « Votre diagnostic vous assomme, se guider pour vous ». Et le troisième, c'est « 7 façons de vous venir en aide ». Alors ça, c'est disponible, c'est gratuit. Vous pouvez nous joindre en nous envoyant un courriel ou en nous appelant à notre ligne sans frais. Depuis 2003, Procure a investi 4 millions de dollars à la recherche sur le cancer de la prostate par l'entremise de sa biobanque. On a répondu à plus de 5 000 appels et courriels d'hommes qui souffrent du cancer de la prostate et des membres de leur famille. Nous avons organisé plus de 300 conférences grand public à travers le Québec au sujet de la maladie, l'importance du dépistage et les nouveaux traitements et les options de traitement. Et c'est ce que Procure fait. Donc, si vous avez des questions concernant la maladie, vous pouvez nous appeler ou poser votre question à la fin des présentations. Notre prochain conférencier est né en Suisse en 1968. Il a étudié l'oncoradiologie à Zurich et à Genève. Ensuite, il a poursuivi son éducation avec une sous-spécialité dans la curithérapie pour le cancer de la prostate et la radiothérapie externe à Princess Margaret Hospital à Toronto. Depuis 2004, le Dr. Tusky est directeur d'une équipe d'uro-oncologie au département de radiation et d'oncologie à l'hôpital Notre-Dame de Montréal. Il est aussi professeur agrégé à l'Université de Montréal. Le Dr. Tusky a traité plus de 750 patients vivant avec le cancer de la prostate avec la curithérapie et plusieurs centaines avec la radiothérapie externe. Alors, accueillons le Dr. Tusky, radio-oncologue de l'hôpital Notre-Dame de Montréal. Je dois vous féliciter d'être ici ce soir. C'est pas facile pour un homme de venir à une conférence comme celle-ci et d'entendre parler de la maladie. Peut-être qu'il a cette maladie-là ou peut-être qu'il a un risque d'avoir cette maladie à un moment donné dans sa vie. Vous savez, les hommes, on n'est pas très bons là-dedans. Les femmes sont beaucoup mieux organisées. Tout le monde parle d'Angelina Jolie et de comment elle a eu une ablation des seins et des ovaires. Imaginez-vous un homme ne parlerait jamais de ça en public. Donc, félicitations d'être ici avec nous ce soir. Donc, bien des hommes qui ont le cancer de la prostate, ils se sentent un peu comme cet homme-là qu'on voit à l'écran. Ça pourrait être une de ces choses qui va dans votre oreille et qui pond des œufs et ensuite les œufs souvent, non, ça a l'air correct. Vous savez, tout le monde qui a un diagnostic de cancer espère que ce serait le cas, mais ensuite, lorsqu'on réalise que non, c'est vraiment le cancer, qu'est-ce qu'on devrait faire? Donc, le survol de ma présentation, je vais vous parler de statistiques, des facteurs de risque, du dépistage précoce, de la stadification, des traitements différents, des avantages et désavantages des traitements. Alors, c'est sûr que, bon, je vais parler pendant environ 1 heure, alors je ne peux pas vous parler en beaucoup de détails, mais si vous avez des questions après la présentation, si vous voulez en savoir plus, s'il vous plaît, posez vos questions. Je vais vous parler de la surveillance active, des biopsies, des conséquences et des risques et des effets secondaires. Donc, comprendre le diagnostic, les statistiques, les facteurs de risque et la prévention. Donc, c'est le cancer le plus commun chez les hommes au Québec. Alors, 4600 hommes au Québec ont un diagnostic à tous les ans de cancer de la prostate. Mais il y en a très, très peu qui en meurent. Je pense que c'est un des messages très importants. Si vous avez le cancer de la prostate, le risque que vous en mourrez est très peu élevé. Donc, c'est 1 sur 7 ou 8, un homme sur 7 ou 8 qui ont le cancer de la prostate, mais il y en a seulement 1 sur 28 qui va en mourir. Vous voyez, la survie à 5 ans, c'est de 96 %.
Donc, où est la prostate? On ne la sent pas. C'est sous la vessie. Voici la prostate ici. C'est sous la vessie et très près du rectum. Donc, lorsqu'un docteur rentre avec son doigt pour toucher la prostate, c'est à 2 ou 3 centimètres de l'entrée du rectum. On peut sentir la prostate là. Mais très peu d'entre nous sentons la prostate seulement si elle est très enflée. C'est là où on pourrait la ressentir. Et bon, alors l'urètre passe ici par la prostate et sort ici par le pénis. Donc, suis-je à risque d'avoir le cancer de la prostate? Bon, alors c'est une question d'âge. Plus vous êtes âgé, plus le risque est élevé de souffrir du cancer de la prostate. Alors, l'ethnicité, les gens d'origine africaine ont un taux plus élevé du cancer de la prostate. On ne sait pas pourquoi. Alors, les antécédents de famille, c'est un facteur très important. Si votre père a eu le cancer ou votre frère, bon, mais vous êtes à risque plus élevé. On va en parler plus tard. Les gènes, la génétique, la nutrition, le manque d'activité physique, la vasectomie ne semble avoir aucun impact. Ce n'est pas un facteur de risque pour le cancer de la prostate et l'éjaculation. Et en fait, il y a des patients qui me demandent, bon, ben, est-ce que j'ai trop fait l'amour? Non, c'est pas un facteur de risque. Donc, c'est très important, comme on a dit, si votre père a eu le cancer de la prostate, puis c'est important de savoir, est-ce qu'il a eu à 70 ans ou à 53 ans? À 70 ans, peut-être que le facteur génétique n'est pas si important que ça, parce qu'il l'a eu plus tard dans sa vie. Mais s'il l'a eu à 53 ans, c'est très tôt. Donc, le facteur génétique est plus important. Alors, votre risque de souffrir de cancer est plus élevé. Si vous avez 2 frères et votre père qui ont souffert de cancer de la prostate, votre risque augmente. Donc, parfois, c'est important de savoir ça. Et je sais qu'il y a bien des frères qui ne se parlent pas de leurs problèmes de santé. Des fois, ce serait bien de dire à vos frères, bon, ben j'ai eu le cancer de la prostate, peut-être que tu devrais aller faire un test de dépistage, et vous, garçons aussi également. Donc, Angelina Jolie, elle a une mutation BRCA1 qui augmente son risque de souffrir de cancer du sein ou de cancer des ovaires également. Mais ce n'est pas souvent associé au cancer de la prostate. C'est plutôt le BRCA2 qui est en question pour le cancer de la prostate. Alors, s'il y a beaucoup de cancer du sein ou de cancer des ovaires dans votre famille à un jeune âge, bien, peut-être que vous êtes aussi à un risque plus élevé de souffrir du cancer de la prostate. Bon, le style de vie, la nutrition et le manque d'activité, c'est très important. Ce sont des facteurs très importants. Alors, on sait que surtout les Asiatiques, leur taux de cancer de la prostate est très peu élevé en Asie. Mais une fois que les Asiatiques viennent en Amérique du Nord, leur taux de cancer de la prostate est aussi élevé que celui des autres Nord-Américains. Donc, nous croyons qu'il doit y avoir des facteurs de style de vie qui entrent en ligne de compte. Qu'est-ce que c'est exactement? On ne sait pas. Mais c'est sûr que ces choses-là qu'on voit, vous avez le droit d'en manger. Écoutez, les patients deviennent très religieux. Ils disent non, pas de barbecue, je ne peux pas manger de la viande rouge. Des fois, leurs épouses, ils vont un peu trop loin. Mais écoutez, si votre épouse veut vous mettre sur une bonne diète, c'est pour vous montrer qu'elle vous aime, elle veut vous garder avec elle, c'est pas pour vous terroriser. Donc, le soya. Il y a des patients qui mangent beaucoup de soya parce qu'on a émis l'hypothèse selon laquelle, auprès des Asiatiques et des animaux également, les animaux qui mangent beaucoup de soya semblent avoir moins de cancer de la prostate. Mais vous devriez aussi faire attention. Il y a eu plusieurs études avec le soya, la vitamine E, le sélénium qui ont montré aucune preuve, aucun avantage dans la prévention du cancer de la prostate. Donc, on ne peut pas en faire trop pour éviter le cancer de la prostate avec notre diète ou notre nutrition seulement. Le café, je pense que c'est une étude qui a été publiée l'an passé. Si vous buvez 6 cafés par jour, ça semble
être un facteur de prévention pour le cancer de la prostate, mais je ne sais pas si c'est bon pour la santé de boire 6 cafés, mais pour le cancer de la prostate, ça semble avoir un effet. Les multivitamines, ça peut aussi avoir un impact négatif. Donc, prenez seulement des multivitamines en dose normale, pas en dose trop élevée. Les produits laitiers semblent augmenter le risque de cancer de la prostate. Moi, j'adore les produits laitiers et je n'ai pas diminué ma consommation de produits laitiers. Alors, il faut tout faire en modération. Si vous voulez avoir une protection, alors il faut être modéré dans tout ce qu'on fait. On ne peut pas vraiment prévenir le cancer de la prostate. Il y a certains facteurs de risque. Il faut en être conscient et essayer de vivre une vie saine. Il ne faut pas fumer. Il faut manger normalement. Il faut avoir de l'activité physique et essayer d'avoir un poids santé. En général, on dit que ce qui est bon pour le cœur est également bon pour votre prostate. Donc, la diète de Méditerranée, alors avec beaucoup de poissons, des légumes, des fruits, l'activité physique, c'est bon pour votre prostate également. C'est bon pour le cœur et bon pour la prostate. Les symptômes du cancer de la prostate. Alors, Procure m'a aidé avec cette présentation. C'était une des diapos que j'ai pris du groupe Procure. J'ai hésité longtemps à vous montrer cette diapo parce que ça peut vous donner la mauvaise impression. Moi, je dirais que 95% des patients que je vois dans ma clinique qui ont le cancer de la prostate n'ont aucun symptôme du tout. Donc, si vous avez ces symptômes, la plupart du temps, ce n'est pas un symptôme du cancer de la prostate, mais d'un autre problème. Si vous avez ces symptômes, vous devez avoir un examen médical. Peut-être que c'est le cancer de la prostate, mais la plupart des cancers précoces, la plupart des gens sont diagnostiqués au niveau très précoce. Ils n'ont pas ces symptômes-là. Un autre point très important, c'est que lorsqu'on traite les patients avec la radiothérapie et la curithérapie, ensuite, on a un problème avec un flux d'urination qui n'est pas assez élevé ou des brûlements, mais ce n'est pas le cancer, mais c'est un effet secondaire du traitement. Les gens paniquent. Après, disons qu'ils ont du sang dans l'urine ou que ça fait un petit peu peur, ça fait un petit peu mal. Ils ont l'impression que le cancer est revenu, mais non, c'est très possible que c'est seulement un effet secondaire du traitement et non une récurrence. Donc, comprendre son diagnostic. Les lignes directrices de dépistage, comment est-ce qu'on en vient à un diagnostic de cancer de la prostate? Moi, je dirais que 99% des patients, ils ont un test sanguin. Alors, l'APS. Alors, ça, c'est pour l'antigène spécifique à la prostate. C'est pas seulement pour le cancer de la prostate, mais c'est seulement pour la prostate. Alors, c'est une protéine qui est dans votre sang. Si elle est trop élevée, plus que 4, mais votre médecin va peut-être vous envoyer voir un neurologue pour une biopsie. En dessous de 4, on ne fait rien. Si c'est plus élevé que 4, d'habitude, on vous envoie pour une biopsie. Alors, un toucher rectal, s'il y a un nodule, quelque chose, une anomalie quelconque, mais là, peut-être aussi qu'on va vous envoyer pour faire une biopsie, même si le taux d'APS est sous 4. Donc, un APS de plus de 4 ou un toucher rectal qui semble un peu suspect. Mais là, on vous envoie faire une biopsie. On a beaucoup de discussions concernant le dépistage avec APS. Qui devrait avoir ce test d'APS? Et on pourrait passer toute la soirée à parler de ça. Ça, c'est l'association, les lignes directrices au Canada. Qui devrait avoir un test de dépistage d'APS? Alors, Procure hésitait un peu. Il ne savait pas si je devais en parler ou non, mais je dois vous dire qu'il y a d'autres organisations qui disent aucun dépistage par APS parce que ça n'a pas été démontré que ça sauve des vies. C'est très difficile à comprendre. C'est pour ça qu'on pourrait passer toute la soirée à parler de ces tests d'APS. Mais si on trouve le cancer tôt, alors pourquoi ne pas faire un test d'APS? C'est très compliqué comme discussion. Alors, l'Association canadienne d'urologues dit que les hommes de plus de 50 ans devraient se faire tester. Mais surtout,
Les hommes devraient l'avoir à 40 ans et si ils ont une valeur très peu élevée de 0,5, ils savent qu'ils ont un risque très peu élevé d'avoir un cancer de la prostate plus tard dans leur vie. Donc, ils n'ont pas besoin d'avoir des tests de dépistage fréquents. Et à partir de 75 ans, les urologues suggèrent qu'on devrait arrêter de faire les tests de dépistage parce que il n'y a pas vraiment d'avantage à trouver un cancer de la prostate à cet âge-là. Alors, il y a beaucoup de discussions autour de cette question des tests d'APS. Qu'est-ce qui peut augmenter le niveau d'APS? Alors, si vous avez un APS de plus de 4, ça ne veut pas dire que vous avez le cancer. Vous n'avez pas à penser que tout est terminé. Alors, qu'est-ce qui peut causer un niveau plus élevé d'APS? Alors, comme j'ai dit, alors l'APS, ce n'est pas seulement pour le cancer de la prostate. Alors, ça peut être un BPH ou une hypertrophie bénigne de la prostate. Alors, ça veut dire que votre prostate est plus grosse. Alors, il y a plus de cellules de prostate qui causent des protéines d'APS. L'âge, alors plus vous êtes âgé, plus votre taux d'APS va être élevé. Alors, la prostatite, c'est une inflammation de la prostate. Ça peut être une infection de la prostate ou de la vessie. Ça peut vous donner un taux d'APS assez élevé. L'éjaculation, ça fait des petites augmentations de niveau d'APS. Mais d'habitude, on ne dit pas aux patients. Moi, je ne dis pas à mes patients de ne pas avoir de relations sexuelles avant leur test d'APS. Alors, encore une fois, il y a d'autres facteurs à part le cancer de la prostate qui peuvent causer une augmentation du niveau d'APS. Donc, le diagnostic est toujours fait par biopsie et ensuite, il y a plusieurs facteurs qui rentrent en ligne de compte. On va voir si on va faire un CT scan, un scan CT pour voir s'il y a du cancer dans les ganglions ou bien on peut faire un IRM pour voir si le cancer est sorti de la prostate ou bien alors pour voir si le cancer est allé au-delà de la prostate. Après le diagnostic, je suis toujours surpris de voir qu'il y a tellement peu de gens qui savent ce que je vais vous expliquer maintenant. Et je pense que c'est très important de savoir. Si vous avez le cancer de la prostate, vous devez savoir ces informations que je vais vous donner. Si vous avez déjà eu le cancer et que vous n'avez pas les réponses à ces choses-là, vous devez poser les questions à votre médecin. Une chose qui est très importante, c'est la gradation de la tumeur. Alors, l'échelle Gleason. Alors, c'est un score qui a été inventé par le Dr. Gleason. Aujourd'hui, ça va de 6 à 10. Des fois, dans les livres, on parle de 2 à 10, mais il y a eu plusieurs changements à l'échelle Gleason. Aujourd'hui, ça commence au numéro 6. Et ça démontre à quel point la tumeur est virulente dans la prostate. Alors, à quel point c'est virulent? Je vais vous montrer des photos ici. Alors, le score Gleason, d'habitude, c'est deux chiffres. Alors, si vous avez un Gleason de 6, c'est un 3 plus 3. Vous pouvez avoir un Gleason 7. Alors, c'est un 3 plus 4 ou 4 plus 3. Le premier chiffre, alors, c'est la tendance prédominante. 3, c'est assez bénin, c'est moins agressif. Et un 4, c'est plus virulent, plus agressif. Donc, si vous avez un 4 plus 3, ça veut dire que 4, c'est plus agressif. Vous avez des cellules, vous avez plus de cancers agressifs que de cellules non agressives. Voici des images de score de Gleason. Je sais que vous ne voulez pas étudier la médecine ici, mais je pensais que peut-être que ça vous intéresserait de voir ces photos-là. Moi, je suis une personne très visuelle. Alors ça, c'est un Gleason 6. Alors, un cancer Gleason 6, alors ce sont ici des glandes normales. Elles sont rondes et au milieu, il y a un liquide que la prostate produit. Alors, c'est un Gleason 6. Ça ressemble encore à des glandes, mais on peut voir que c'est un peu plus foncé ici que les autres. Ici, un Gleason 7, un 3 plus 4. Donc, on a des glandes normales, mais aussi des cellules qui perdent la structure des glandes. Ici, un 4 plus 4. Alors, c'est un cancer agressif. Il n'y a pas de structure de la glande. Vous voyez, ces choses-là ici sont disparues ici. Ou un 5 plus 4. Alors, c'est des cellules très agressives. Il n'y a aucune organisation des cellules.
Donc, la stadification du cancer, c'est très important. Et ça nous aide aussi à choisir le bon traitement. Alors, vous devez savoir votre score glycine, votre niveau d'APS et lors du toucher rectal, si le docteur peut sentir le cancer, la tumeur ou non, ou bien si le cancer était visible avec un scan et si le cancer est allé au-delà de la prostate. Donc, il y a des systèmes de stadification différents. Il y a plusieurs patients qui me demandent, bon, est-ce que j'ai le stage 1, 2, 3 ou 4? On n'utilise pas ça très souvent, le 1 à 4. Je vais vous en parler très brièvement ici. Alors, le stade 1, c'est un cancer qu'on ne peut pas toucher lors du toucher rectal. Le stade 2, c'est un cancer qu'on peut toucher pendant le toucher rectal, mais ça demeure limité à la prostate. Ce n'est pas sorti de la prostate. Le stade 3, c'est le cancer est près de la prostate, mais est allé au-delà de la prostate. Est sorti de la capsule de la prostate. Et le stade 4, c'est, bon, il y a des cellules dans les ganglions lymphatiques ou dans les os. Il y a aussi ça, la stadification d'1 à 4. Ça dépend de l'APS, du score glycine, mais je vais aller directement à ça ici. D'habitude, on se sert de la classification d'Amico. C'est un peu compliqué, mais vous devriez savoir si vous avez un risque d'un cancer peu élevé, intermédiaire ou élevé. T1, T2, c'est un cancer qui est encore dans la prostate, qui n'est pas sorti de la prostate. Un T3 est sorti de la prostate. Pour avoir un cancer à risque peu élevé, avec un très bon prognostic, on doit remplir tous ces critères. Alors, un APS de moins de 10, un glycine de 6, et le cancer ne devrait pas être sorti de la prostate. Alors, pour les autres, ici, pour l'intermédiaire, ça vous prend un des 3 facteurs et on prend toujours le pire. Donc, si vous avez un T1 et un glycine de 6 et un APS de 30, juste à cause que vous avez un facteur ici de risque élevé, vous êtes à risque élevé. Ou si vous avez un T1, un glycine 7, un APS 4, on a un cancer à risque modéré. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Peu élevé, modéré et élevé. Alors, c'est un risque de récurrence après le traitement. Ici, dans le peu élevé, après le traitement, on a un taux de guérison d'environ 90 %. Au niveau modéré, on parle d'environ 70 à 80, 90 % et à risque élevé, c'est de 50 à 70 % de chances de guérison. Alors, le risque de récurrence est assez élevé, mais ça dépend. Ces chiffres que je vous ai donnés, ça dépend de bien des facteurs. Donc, le prognostic, si vous avez un cancer local ou régional dans les ganglions lymphatiques, vous avez de très bonnes chances de vivre 5 ans de plus. Si vous avez un cancer dans les os ou, très rarement, dans les poumons ou dans le foie, même là, il vous reste quand même plusieurs années à vivre avec les traitements qu'on a aujourd'hui. Bon, maintenant, je vais vous parler des options de traitement. Il y a bien des patients qui se sentent un peu comme cet homme-là. Alors, c'est comme un jeu, la porte 1, 2, 3. La première porte, c'est une nouvelle voiture. Deuxième porte, c'est un voyage à Hawaï. Et derrière la porte numéro 3, c'est la mort. Vous vous sentez dépassé lorsque vous avez le cancer de la prostate. Vous ne savez pas quoi faire. Vous essayez d'obtenir des informations ou de ne pas avoir d'informations du tout. Vous voulez faire confiance à vos médecins. Alors, c'est une situation qui est très difficile. Et je vois ça dans ma pratique à tous les jours. Donc, ce qui est important à prendre en considération lorsqu'on veut décider un traitement. Alors, l'âge et votre espérance de vie estimée. Alors, si vous avez 85 ans et que vous avez le cancer de la prostate, on ne va pas vous donner de traitement parce que le cancer n'est pas très agressif et vous allez peut-être mourir d'autres choses. Si vous avez d'autres conditions médicales très sérieuses, très graves, comme une maladie cardiaque, peut-être qu'on ne va pas vous faire de traitement pour le cancer de la prostate parce que c'est votre cœur qui va vous tuer et non le cancer de la prostate.
Bon, alors la stadification et le stade du cancer. Alors, vos sentiments, l'opinion de votre docteur, vous devez discuter avec votre médecin ou avec d'autres gens peut-être qui ont eu un cancer de la prostate. Procure peut vous aider également. Et vous devez savoir quelles sont les probabilités de guérison pour chaque traitement. Quels sont les effets secondaires? Est-ce que je peux vivre avec les effets secondaires? Donc, quelles sont les options de traitement, dépendamment de la situation? Alors, la surveillance active, je vais vous expliquer c'est quoi. Mais la chirurgie, il y a la radiothérapie. Et dans la radiothérapie, on a la radiothérapie externe, la curithérapie, il y a l'hormonothérapie, il y a la thérapie combinée, la chimiothérapie et les traitements par vaccin. C'est plutôt pour les cancers très avancés. Et je ne vais pas vous parler de ça aujourd'hui. Donc, quelles sont les options de traitement pour le cancer de la prostate à risque peu élevé ou modéré? Alors, la surveillance active, c'est moins populaire pour les cancers modérés. C'est plutôt pour ceux à risque peu élevé. Si vous avez ce genre de cancer et que le médecin ne vous parle pas de surveillance active, c'est pas un bon signe. Parce qu'on sait que bien de ces cancers progressent très lentement et peut-être que ça ne vous prendra jamais de traitement. Si vous n'avez pas trop de biopsies positives, d'habitude on ne dit pas plus que 2 biopsies, et les biopsies ne devraient pas avoir plus que 50% de cancer dans les cellules. Alors, c'est les critères dont on se sert pour faire une surveillance active et ne donner aucun traitement. Bon, la surveillance active, ça veut dire qu'on ne fait pas de traitement immédiatement. On fait des biopsies répétées après 1 an et ensuite, à tous les ans ou à tous les 2 ans, on refait les tests d'APS aux 4 ou 6 mois et ensuite, on fait des examens par toucher rectal. Mais souvent, les patients n'aiment pas ça. Ils veulent avoir un traitement. Ici, la blague, il dit, bon, mais écoute, s'il y avait un examen virtuel de la prostate, tu ne penses pas que je devrais le savoir? Nous, on n'aime pas les touchés rectaux non plus, d'accord? Mais comme vous. L'étude de Toronto qui vient d'être publiée il y a quelques mois, c'est la plus grande étude concernant la surveillance active de patients qui n'ont pas été traités, mais seulement suivis. Après 5 ans, 76% des patients n'avaient pas reçu de traitement. Après 10 ans, les 2/3 n'avaient toujours pas reçu de traitement. Très peu de patients sont morts du cancer de la prostate après un suivi de 6 ans. Et très peu de patients avaient des métastases dans les os. Mais ils étaient quand même en vie. Donc, c'est une possibilité si vous avez 2 biopsies qui démontrent une présence de cancer. Mais c'est une question, bon, si on peut sentir le cancer, s'il y a un toucher rectal qui est positif, est-ce qu'on devrait être le sujet de surveillance active? Il faut en discuter avec votre médecin. Mais le risque de progression est plus élevé si on peut sentir le cancer au toucher rectal. Bon, alors la prostatectomie radicale, c'est aussi une option. Alors, c'est l'ablation chirurgicale de la prostate. On retire la prostate. On a une cicatrice ici ou ça peut être une ablation avec le robot Da Vinci. C'est une très bonne option pour enlever la glande. Vous devez en discuter avec votre chirurgien pour voir si vous êtes un bon candidat pour ça ou non. Et moi, je vous suggère fortement que si vous avez le cancer de la prostate et que vous pensez à la chirurgie, allez dans un centre où ils font beaucoup de chirurgie. Ça a été démontré que lorsque les chirurgiens ont beaucoup d'expérience, les taux de complications diminuent de façon très importante et les résultats aussi à long terme sont meilleurs. Alors, la radiothérapie, on peut s'en servir aussi après la chirurgie. Mon ami Kevin Zorn, à l'hôpital Saint-Luc, m'a donné ses diapos. Alors ça, c'est la chirurgie robotique.
C'est vraiment un robot extraordinaire. Le chirurgien a ses doigts ici dans ça. Et lui, il regarde ici et il voit où il doit opérer. Et c'est ces machines-là qui manipulent les instruments. Alors, il y a plusieurs tubes ici dans votre ventre qui l'aident à retirer le cancer. C'est extraordinaire. Vous voyez ici le chirurgien avec son assistant, son adjoint. Où est le patient? Le patient est dans l'autre salle. Alors, le patient est dans cette salle-là, sous anesthésie, et voici le chirurgien. Je pense qu'ils ne sont pas dans la même salle parce que ces machines-là sont trop grandes pour les salles d'opération. Alors, lui, il fait du très bon travail. Ses résultats sont très bien. Ça, c'est mon ami, le Dr Zorn. Alors, l'opération prend environ 2 à 3 heures. Il y a très peu de perte de sang, très peu de transfusion. Mais la chirurgie ouverte, ça peut être très bon aussi. Ça peut mener à la guérison. Si le chirurgien est bon, il peut vous faire une chirurgie ouverte ou robotique. Ça dépend des compétences du chirurgien et pas seulement sur la machine. La radiothérapie, pour les cancers à risque peu élevé et modéré, alors ça tue les cellules de cancer en les exposant à des doses contrôlées d'éléments radioactifs. C'est une alternative à la chirurgie. On peut s'en servir en combinaison avec la chirurgie, mais si c'est en combinaison avec la chirurgie, on fait la chirurgie en premier et ensuite la radiothérapie. C'est très difficile d'opérer sur un patient qui a déjà eu de la radiothérapie et qui a eu une récurrence, et ensuite de retirer la prostate. Il peut y avoir plus de complications, c'est très difficile. On a vu beaucoup de progrès. Moi, j'ai débuté il y a 10 ans et on a vu beaucoup de progrès dans la radiothérapie. Alors, la radiothérapie externe, voici le patient, mais il faut se déshabiller, OK? Alors, vous seriez tout nu ici, là-dedans, dans la machine. Bon, la curithérapie, c'est la radiothérapie qui vient de l'intérieur. Donc, on met ces petits grains dans la prostate. Donc, la radiothérapie externe, c'est pour qui? Alors, c'est pour les gens c'est pour les 3 types de cancers, en fait. Donc, on peut traiter tous les patients avec la radiothérapie externe. D'habitude, c'est un traitement qui est assez long. Ça dure environ 8 semaines. On a un traitement tous les jours. Ça peut prendre environ une demi-heure. Donc, c'est pas très bien si vous êtes encore très actif, si vous travaillez. Ça peut vous causer des inconvénients. Donc, alors, c'est comme une radiographie, mais beaucoup plus d'énergie et ça cible la prostate. Et les rayons passent ici et on a ici comme des feuilles et ces feuilles-là, on peut les former d'après la région de traitement qu'on veut cibler. Mais ça, c'est une radiothérapie en 3 dimensions. Et c'est autour de la prostate. Mais il y a aussi, lorsque j'ai débuté, lorsque j'en étais à mes débuts, on traitait tous les patients avec ce genre de radiothérapie. Et maintenant, on traite tous les patients avec une radiothérapie conformationnelle avec modulation d'intensité. Moi, je dirais que la plupart des médecins au Québec traitent les patients de cette façon-là. Alors ça peut se déplacer pendant la radiothérapie en tant que telle. Pendant que les rayons X ciblent votre prostate, ça peut bouger, ça monte et ça descend et ça module le rayon encore plus loin que ça. Donc, alors on peut protéger les tissus sains et on peut diminuer de façon importante la dose qui va toucher le rectum et la vessie. Ça, c'est une image qui vous montre qu'est-ce qu'on fait. Ça, c'est la prostate. En rouge, ça veut dire que la dose est élevée. Vert et jaune, ça veut dire que c'est une dose moins élevée. Bleu, ça veut dire qu'il y a encore moins de doses. Alors, on s'y prend par de différents angles pour avoir la dose élevée au milieu et pour essayer de vraiment protéger le rectum qui est ici ou la vessie qui est ici. Vous pouvez voir que c'est pas parfait. La vessie va recevoir des rayons et le rectum aussi. Alors, les effets secondaires, c'est que, dans le rectum, on peut avoir, pas de la diarrhée, mais peut-être que vous devez aller à la toilette plus souvent.
Peut-être qu'il va même y avoir des petits saignements. Des fois, les saignements arrivent seulement, on les voit seulement 2 ou 3 ans après le traitement. Il y a certains saignements qu'on doit arrêter avec un traitement au laser. On doit vous envoyer voir un spécialiste pour ça. Mais 10 des patients ont des saignements du rectum. Moins de 10 de ces patients ont besoin d'un traitement au laser pour arrêter les saignements. La vessie, peut-être qu'il va y avoir des brûlements lorsqu'on urine. 2 ou 3 ans après le traitement, vous allez peut-être avoir du sang dans l'urine. C'est moins de 10 des patients. Et c'est causé par la radiothérapie. La radiothérapie endommage un peu les tissus sains et ça les fait saigner plus souvent. C'est la raison pour laquelle vous pouvez avoir du sang dans l'urine. Et de plus, les érections peuvent diminuer si vous aviez des problèmes avant la radiothérapie avec vos érections, mais la radiothérapie ne va pas vous aider. Ça peut diminuer encore plus. Peut-être même que vous allez perdre votre érection après le traitement. Alors ça, c'est la radiothérapie externe. Qui n'est pas un patient pour ça? Bon, bien, les patients qui ont une maladie intestinale inflammatoire, la maladie de Crohn's, alors, ils ne sont pas des bons candidats pour la radiothérapie. Ou bien si vous avez déjà eu d'autres irradiations du bassin pour d'autres maladies. À quoi est-ce qu'on peut s'attendre? On fait de la radiothérapie qui est guidée par l'image. On a fait beaucoup de progrès dans ça et j'en suis très fière. Au Québec, j'ai dit, bon, on met des marqueurs en or dans la prostate. Ils ne sont pas radioactifs. On les met dans la prostate par le rectum, comme une biopsie. Et ensuite, à tous les jours, on peut voir où est le marqueur et on peut cibler nos rayons à ce marqueur parce qu'on sait que c'est là où est la prostate. Et on peut faire ça avec un rayon X avant le traitement, avant chaque traitement, 1 minute avant le traitement. On trouve les marqueurs dans 3 dimensions et ensuite, on peut vraiment bien cibler la prostate. Alors, c'est une radiothérapie qui est guidée par l'image parce que maintenant, on sait où était la prostate auparavant et on a une idée d'où la prostate devrait être. Et ça nous aide aussi à diminuer les marges de sécurité autour de la prostate. Parce qu'on sait où est la prostate, alors on peut traiter une région beaucoup plus petite. Une petite blague, votre rendez-vous avec le médecin est à 11h15, mais lui, son rendez-vous avec vous est à 12h15. Bon, alors la curithérapie, c'est ma passion. J'ai appris ça, cette technique à Toronto. Et ensuite, je suis venue ici. Je vois que le docteur Valiquette est ici. Les urologues m'ont beaucoup aidé. Ils ont été très gentils avec moi. Ils m'ont envoyé des bons patients pour que je commence ma pratique en curithérapie. Donc, qui est un bon candidat pour la curithérapie? Alors, les cancers à risque peu élevé et certains cancers à risque modéré. Pas tous les cancers modérés. La plupart du temps, on ne traite pas les gens qui ont un APS au-dessus de 13 et un glycine de 3+4, rarement de 4+3 et pas trop de glycine 3+4. On ne traite pas les patients avec un cancer à risque élevé. J'aimerais vous dire qu'il y a aussi une radiothérapie à dose élevée. Ici, ça, c'est la dose peu élevée de curithérapie. La dose élevée, c'est différent. C'est pour des cancers plus avancés. On met des cathéters dans la prostate et on envoie un matériel radioactif dans ce cathéter et ensuite, on les enlève. C'est un traitement différent. Donc, la curithérapie, ce sont des grains qu'on met dans la prostate. Ils ont un radium de radiation très petit. L'avantage, c'est que le tissu autour de la prostate n'a pas beaucoup de radiothérapie parce que je vais directement dans la prostate avec le matériel radioactif. Alors, ces graines-là restent dans la prostate pour toujours, on ne les enlève pas. La plupart du temps, c'est fait en titane et dans ça, il y a une poudre radioactive. D'habitude, on sert de poudre d'iodine. Si vous êtes allergique à l'iodine, vous pouvez quand même avoir une curithérapie parce que l'iodine reste dans le grain. La plupart du temps, on met environ 60 grains dans la prostate. Et encore une fois, partout dans la prostate, dans toute la prostate.
pas seulement où il y a le cancer, parce qu'on ne sait jamais. Lorsqu'on fait la biopsie, disons que ça, c'est le cancer, mais peut-être qu'il y a un deuxième cancer ici et qu'on est passé à côté et on n'est pas certain si on a traité toutes les régions où il pourrait y avoir un cancer. Alors, on traite la prostate tout entière. Alors, il y a une demi-vie de 60 jours. Ça veut dire qu'après 60 jours, on a perdu 50 de la radioactivité du grain. Vous pouvez dormir dans le même lit, vous pouvez être près d'enfants, de femmes enceintes, mais vous ne devriez pas asseoir un petit enfant sur vous trop longtemps parce que ça pourrait être trop près. Il faut faire attention pendant 3 à 4 mois, mais seulement pour les enfants parce que les enfants sont plus radiosensibles que les adultes. Aussi pour l'aéroport, moi, je vous donnerais un passeport ou une note parce que à la frontière, ils vont peut-être vous demander pourquoi vous êtes radioactif. Donc, la curithérapie, l'historique, en fait, ça a été inventé dans les années 20 et 30, mais ensuite, ça a été abandonné parce qu'on ne voyait pas vraiment la prostate à l'époque. Il fallait la sentir par le rectum et par ici, et on se disait, bon, ben, on va mettre ça ici à travers la peau. Ça ne fonctionnait pas très bien. Mais depuis les années 80 et 90, depuis l'émergence des échographies transrectales, ou si vous avez une biopsie, on peut rentrer dans le rectum pour voir la prostate. C'est ce qu'on fait maintenant. Donc, ça nous a aidé maintenant à voir la prostate et ça nous a aidé à vraiment développer le processus de brachythérapie de la façon dont on le fait aujourd'hui. Alors, quels sont les avantages de la curithérapie pour la prostate? Alors, c'est une procédure pour patients externes. Vous rentrez du matin au soir pour une journée, vous couchez même pas à l'hôpital, vous retournez, il y a un retour rapide aux activités normales. Le lendemain, les patients vont magasiner, ils vont se promener et les résultats sont très bons, c'est très semblable à la chirurgie. Donc, les avantages, c'est qu'il y a une diminution de la dose rapide dans les tissus avoisinants parce qu'ils reçoivent une dose très peu élevée, mais l'air urétré reçoit quand même une certaine dose. Les effets secondaires, c'est peut-être qu'il peut y avoir des brûlements, peut-être un flux urinaire qui n'est pas aussi bon. Vous devez uriner plus souvent. Il y a très peu de problèmes du rectum. Bon, les problèmes comme les saignements du rectum, on en a très peu. Donc, à quoi on peut s'attendre lorsqu'on a une curithérapie? Voici notre équipe. Il y a toujours un médecin, le Dr. Douliouia. C'est un oncologue avec moi. On a des thérapeutes qui nous aident dans le bloc opératoire. Alors, il y a une consultation préopératoire. On peut avoir des examens médicaux, on va faire des tests cardiaques. Il faut y avoir un nettoyage de l'intestin grêle. C'est pas comme pour une colonoscopie. Alors, on met un liquide dans le rectum le soir avant la chirurgie. La journée de la chirurgie, vous êtes à jeun et ça prend environ 1 heure et demie dans le bloc opératoire et la récupération est très rapide. Vous sortez de l'hôpital en marchant la même journée. J'ai des images, ici des photos de notre unité. Alors, vous êtes dans l'unité de chirurgie de jour. Alors, comment est-ce que c'est fait, techniquement? Alors, on met l'échographie dans le rectum pour voir la prostate et ensuite, on rentre avec une aiguille. Alors, en dessous des testicules. Alors, on rentre par la peau et on va directement dans la prostate. La prostate est très près de la surface de la peau et on insère les grains, on enlève les aiguilles et c'est terminé. On ne coupe même pas la peau. On rentre avec les aiguilles qui sont très fermes et on rentre directement dans la prostate et le trou qu'on fait se referme tout seul. Ça, c'est les grains. Vous pouvez les comparer ici au doigt. Et on met environ 60 grains dans la prostate. La plupart des patients ont une anesthésie comme ça. Ça ne semble pas leur faire mal. C'est une anesthésie locale. 90-95% des patients ont une anesthésie ici dans la moelle épinière. Si vous êtes très nerveux ou si on a d'autres problèmes médicaux, bon, ben, on peut avoir une anesthésie générale également. On fait le contrôle de la prostate
dans le bloc opératoire pour voir qu'est-ce qu'on veut traiter. Voici la prostate. Alors, ici, voici le rectum qu'on essaie de protéger également. Voici les aiguilles qu'on met partout dans la prostate pour insérer les grains. D'habitude, on en met, on vous pique avec une vingtaine d'aiguilles. Alors, l'aiguille est guidée par un gabarit ici. Ça nous aide. On veut être aussi précis que possible, au millimètre près. Bon, alors, la position, comme les femmes qui accouchent. Bon, alors ici, on voit où sont nos aiguilles. En bas ici, ça, c'est l'échographie qui rentre dans le rectum et on voit ici qu'on est à la bonne position ici, sur cet écran-là. Alors, ça prend environ 1 heure et demie. Alors, maintenant, les comparaisons de traitement pour ces cancers de la prostate. Je vais comparer plutôt la curithérapie à la chirurgie parce que elles se ressemblent pas mal. Et la plupart des patients choisissent soit la radiothérapie. Bien, la radiothérapie externe, c'est moins populaire maintenant. On travaille plutôt avec la curithérapie. Alors, il y a beaucoup d'informations sur cette diapo et je vais vous l'expliquer. Alors, je voulais vous la montrer quand même parce que je pense qu'il y a beaucoup d'informations très importantes ici et vous devez être capable de comparer les traitements. Donc ça, ce sont nos données ici de curithérapie. Voici les données de mon ami Calenzone sur la chirurgie. Donc, je vais débuter avec ça, avec ce tableau-là. Alors, voici le suivi 1 mois après la chirurgie, 6 mois, 12 mois, 2 ans, 3 ans après la chirurgie. Combien de patients n'avaient aucune douleur et combien de patients avaient peut-être un pad de sécurité? Alors, de 0 à 1 pad de sécurité. Vous pouvez voir ici, après 1 mois, 50% étaient corrects avec un pad de sécurité seulement. Après 1 année, 93% avaient un pad de sécurité de 90%. N'avaient même pas besoin de pad de sécurité. Donc, avec un bon chirurgien, 10% des patients ont un peu d'incontinence et doivent porter un pad ou une couche quelconque. Alors, 90%, ça veut dire que 90% d'entre eux n'ont besoin de rien. Ça veut dire que 10% ont besoin d'une protection quelconque pour l'incontinence. Ici, la fonction érectile, ça, ce sont des patients qui avaient des érections correctes avant la chirurgie. Alors, combien d'entre eux pouvaient tout de même pénétrer 1 mois, 6 mois, 12 mois après? Alors, 12 mois après, environ la moitié pouvaient pénétrer, mais ça a augmenté à 54% à 30 mois. Les patients qui avaient des érections correctes. Les patients qui avaient de très bonnes érections, 30 mois après le traitement, 80% d'entre eux avaient des érections qui étaient assez bonnes pour avoir une pénétration. Je vais comparer ça à nos résultats. On appelle ça la quadrella. Les gens qui vont aux courses de chevaux, ils savent c'est quoi? C'est la capacité de prédire dans 4 courses consécutives quel cheval va gagner. Donc, quadrella, ça veut dire que vous avez une guérison, que vous pouvez quand même avoir une bonne fonction sexuelle, vous n'avez pas de problème urinaire et vous n'avez pas de problème de rectum. Quadrella, ça veut dire que vous n'avez aucun problème du tout et que vous avez une guérison, vous êtes guéri. Alors, si on regarde à 6 ans, 40 à 50%, après 5 ans, le taux de guérison est très élevé, 95%. Fonction sexuelle, ça, ce sont des patients qu'on peut comparer à ça ici, les patients qui avaient des érections qui étaient correctes pour la pénétration avec ou sans médicaments. On voit 75 à 80% d'entre eux, après 6 ans, qui pouvaient toujours avoir une érection. Les problèmes urinaires, ça veut dire qu'ils n'avaient pas besoin de médicaments du tout. Il n'y avait aucun problème urinaire. Alors, 80% après 5 à 6 ans. C'était très rare que les gens avaient des problèmes de rectum comme des saignements.
Donc, les chiffres sont très comparables. Ils ne sont pas pires pour le fonctionnement sexuel après la curithérapie comparativement à la chirurgie. L'incontinence est rarement un problème après la curithérapie. Peut-être que vous devez uriner plus rapidement, vous devez vous rendre plus rapidement à la salle de bain, mais l'incontinence, c'est rarement un problème, c'est plutôt un problème après la chirurgie. De l'autre côté, après la chirurgie, vous avez très rarement des saignements du rectum. Bon, alors les avantages et désavantages. Ici, je parle seulement de... J'ai tout mis sur une diapo. Il y a beaucoup d'informations ici. On va passer un point à la fois. Bon, alors la prostatectomie radicale, les avantages, c'est que ça peut nous dire le stade du cancer. Avant l'opération, on ne sait pas toujours si le cancer est avancé ou non. 30 % des cancers, une fois qu'on les enlève, on voit qu'ils sont plus agressifs qu'on le pensait. Et ça, on le sait seulement après la chirurgie. Après la radiothérapie, on n'a pas cette information-là. Si vous avez des problèmes urinaires, bien, peut-être qu'on va pouvoir les régler avec la chirurgie. La radiothérapie peut empirer ces symptômes. Alors, si vous avez beaucoup de problèmes urinaires, si le flux n'est pas bon, vous vous levez souvent la nuit, vous n'êtes pas un bon candidat pour moi. Je vais vous envoyer voir le chirurgien. De plus, le niveau d'APS après la chirurgie souvent est à 0 ou devrait être à 0. Après la radiothérapie ou la curithérapie, l'APS descend lentement et peut-être même qu'il va augmenter un petit peu. Alors, il peut monter et redescendre. Donc, les niveaux d'APS après la chirurgie, c'est beaucoup moins compliqué. Alors, le suivi est plus facile à faire. Et la radiothérapie, on peut donner ça. On peut vous en administrer après la chirurgie si le cancer est plus avancé ou si le chirurgien ne pouvait pas retirer toutes les cellules cancéreuses. Mais quand même, il y a des avantages et des désavantages. Alors, il peut y avoir des saignements ou des problèmes d'incontinence. Les avantages de la radiothérapie, et je pense que c'est quand même un très bon traitement, mais il y a une mauvaise réputation. C'est un traitement qui est très facile si vous êtes comme moi, si vous avez peur des médecins et des hôpitaux, des aiguilles. La radiothérapie, c'est bon pour vous. Il y a un très bon taux de guérison. C'est pas une intervention, il n'y a pas d'opération, il n'y a pas de chirurgie, on n'a pas besoin de cathétérisation dont on a besoin avec la chirurgie et des fois même après la curithérapie. C'est un traitement qui est très court. Vous rentrez, vous repartez, mais ça peut prendre du temps. Ça peut se dérouler sur plusieurs semaines. Et ensuite, l'APS, c'est un peu plus compliqué qu'après la chirurgie. Bon, la chirurgie après la radiothérapie, c'est très difficile à faire, comme je vous ai dit plus tôt. Le tissu est très fragile, il saigne plus, il y a plus de complications comme les infections, l'incontinence, si vous avez la radiothérapie en premier et ensuite la chirurgie. Mais la chirurgie suivie par la radiothérapie, c'est très facile à faire et il y a très peu de risques. Bon, on va faire un résumé des effets secondaires. Pour tous les traitements, la dysfonction érectile, ça peut être un problème, mais ça dépend de votre fonction sexuelle avant le traitement. Si c'était bien avant le traitement, vous avez moins de risques de perdre votre fonction érectile. L'incontinence urinaire, la chirurgie, il peut y avoir des complications. Bon, l'inflammation de la vessie, il peut y avoir des brûlements ou des saignements. C'est plus commun avec la radiothérapie et c'est rare avec la prostatectomie. En conclusion, les facteurs de risque, alors l'âge, posez des questions aux membres de votre famille, la nutrition, il ne faut pas être plus religieux que le pape, OK, il faut vivre, le barbecue, c'est correct. Le taux de survie global est excellent, c'est bien des années, même si vous avez un cancer à risque élevé, du moment qu'il est limité à la prostate et qu'il n'est pas allé dans les os encore. La détection précoce, on peut trouver le cancer localisé, mais on ne sait pas si ça prolonge la survie. Le traitement dépend du stade
de la virulence et de l'emplacement de la maladie et de votre santé en général et de votre âge. Bon, la chirurgie, la radiation, ce sont des outils thérapeutiques qui sont équivalents, mais ça dépend de bien des facteurs. La curithérapie est une alternative à la chirurgie ou à la radiothérapie externe. Alors, merci beaucoup de votre attention. Et je vais prendre des questions après la présentation, si vous en avez. Thank you, Dr. Tosky. Merci, docteur. Très belle présentation. Ça explique tous les traitements différents qui vous sont disponibles. J'imagine aussi que, bon, 6 cafés ou plus par jour, je pense qu'il y a bien des cafés qui vont être heureux d'entendre ces nouvelles-là, que le café, c'est bon pour le cancer de la prostate, pour prévenir le cancer de la prostate. Notre prochain conférencier, ça va être M. Victor Glaser. On est heureux de vous présenter un survivant du cancer de la prostate qui a eu une curithérapie à l'été 2014 après avoir reçu son diagnostic du cancer de la prostate. Alors, on accueille M. Glaser. Le problème avec ma prostate, ça a débuté il y a 2 ans et demi. Jusqu'à ce moment-là, j'avais des examens fréquents avec mon médecin de famille, le docteur David Shaheen. Mes APS étaient toujours très bien, mon niveau d'APS était toujours très bien, mais au mois de novembre 2012, après avoir fait des tests sanguins, il m'a dit que mon niveau d'APS était plus élevé qu'il devrait l'être. Et il m'a référé au docteur Simon Tanguay à l'hôpital général de Montréal. C'est un neurologue. Alors, je suis allée voir le docteur Tanguay et il a dit qu'on allait faire une surveillance active. Il a dit qu'on allait garder l'œil sur la prostate et voir comment les choses allaient se dérouler. Mais quelques mois plus tard, il m'a suggéré d'avoir une biopsie. Et ça, je l'ai eu au mois de février 2013. Et après la biopsie, je suis allée voir le docteur Tanguay et il m'a dit qu'ils avaient détecté un cancer de la prostate dans une partie de la prostate. Mais la bonne nouvelle, c'est que c'était à un stade précoce. Et pour la première fois, j'ai entendu le chiffre Gleason, dont le docteur Tosky vient de vous parler, et mon chiffre était 6. Et il m'a dit que c'était le moins élevé. Donc, j'étais assez à l'aise avec ces nouvelles. On a continué avec la surveillance active. J'ai vu le docteur Tanguay quelques fois et il m'a suggéré une autre biopsie de la prostate environ 1 an plus tard. Alors ça, c'était au mois de mars 2014. Lorsqu'il a eu les résultats, il m'a dit « Bon, mais c'est le temps de faire quelque chose ». Moi, je voulais continuer avec la surveillance active, mais il a décidé qu'on devrait avoir un traitement et il m'a référé au docteur Tosky. Alors, je suis allée voir le docteur Tosky au mois de mai 2014. On a discuté les options de traitement, y compris la curithérapie et les autres procédures. Et j'ai décidé, avec mon épouse, de choisir la curithérapie parce que ça semblait être l'option la plus simple. Les autres procédures étaient... Bon, il y avait de 6 à 8 semaines de visite à l'hôpital à tous les jours et c'est quelque chose qui était très dérangeant parce que je travaille encore à temps plein. Donc, je suis allée voir. Je pense qu'on a cédulé la procédure, la curithérapie, le 8 juillet. Alors, j'étais à jeun. Depuis la veille, je suis allée à l'hôpital. Je suis arrivée avant 6h30 le matin. Et il y avait j'ai fait plusieurs tests sanguins. Ils ont vérifié mon taux de sucre dans le sang et d'autres genres de tests. Et ensuite, je suis allée dans une petite salle où j'avais un lit. Et ensuite, on m'a amenée dans l'unité où on allait faire la procédure. J'ai attendu un bout de temps dans mon lit et ensuite, on m'a amenée dans le bloc opératoire. Et je dois me souvenir de ceci. Bon,
Je ne sais pas si c'était l'air climatisé ou quoi, mais j'avais très froid. Je ne sais pas si c'est à cause que j'étais nerveux ou qu'il faisait froid dans la salle. Et j'ai mentionné ça à l'infirmière, je lui en ai parlé, et il y a quelqu'un qui a fait rentrer de l'air chaud en dessous du drap, et ça m'a réchauffé. Parce que j'avais très froid, alors c'était apprécié. J'ai eu une anesthésie locale. J'ai senti une petite sensation de brûlement et ensuite, je n'ai rien senti du tout. Je me suis couchée. Je me suis mis dans la position que vous avez vue à l'écran tantôt. Et je ne sais pas il était exactement quelle heure, mais j'imagine que la procédure a pris environ 1 heure. Je n'ai rien senti. Et je dois dire que la procédure a été faite par le docteur DeLuya, parce que le docteur Tauski était à l'extérieur et elle avait une adjointe. Je viens d'apprendre du docteur Tauski que c'était probablement un médecin. Et une chose qui me vient à l'esprit, c'était très clair pour moi, c'était quasiment amusant, même si c'était une procédure assez sérieuse, c'est que de temps à autre, j'entendais l'assistante dire « bravo ». Et bravo, et ensuite, j'ai entendu un grand bravo, et ça m'a rappelé de quelqu'un qui lançait des dards, qui frappait le centre de la cible. Je ne savais pas ce qui se passait, mais ça semblait bien se dérouler. J'ai appris aujourd'hui du Dr Tauski que bravo et grand bravo, c'est les régions de la prostate qu'elle ciblait. Mais en tout cas, ça s'est bien déroulé. On m'a ramené dans ma petite salle. Et il y a un petit désavantage, c'est que normalement, la plupart des patients n'ont pas besoin de cathéter pour uriner, mais moi, ça m'en a pris un. J'avais de la difficulté à uriner et le cathéter on me l'a installé. Je ne sais pas quand, mais j'imagine que j'étais encore sous anesthésie, donc je n'ai rien senti. Et l'arrangement, c'était que le cathéter allait être retiré le lendemain à un CLSC. Mais ça a été une longue journée. Je suis restée, à cause des complications avec le cathéter, je pense que je suis restée là vers 20h, 20h30. Et ensuite, mon épouse m'a ramenée à la maison. Le lendemain matin, j'avais rendez-vous au CLSC pour retirer le cathéter. Et on m'a dit que si j'avais de la difficulté à uriner, qu'il fallait que je revienne dans l'après-midi pour remettre un autre cathéter. Alors ça, c'était le désavantage. Malheureusement, une fois qu'ils l'ont retiré, je suis retournée à la maison et j'avais beaucoup de difficultés à uriner. Donc, je suis retournée au CLSC et pour me faire placer un cathéter. Et je dois vous dire que ça a fait mal. Ça a pris 1 minute ou 2, mais quand même, il y avait de la douleur. Je suis retournée à la maison et j'ai décidé que je ne voulais pas prendre de chance. Donc, j'allais garder le cathéter en place jusqu'au lundi suivant. Alors, j'allais le garder du mercredi au lundi. Le cathéter, au cas où vous ne savez pas, vous avez une poche en plastique qui est attachée fixée à votre jambe, et l'urine va là, et il y a une valve, et lorsque la poche est presque pleine, vous devez vider ça dans la toilette. Il n'y avait pas vraiment d'inconfort, mais c'est un peu dérangeant. Donc, je me suis reposée pendant environ 1 journée. Ensuite, je suis retournée travailler avec le cathéter et la poche. Le lundi matin, je suis retournée au CLSC. Le cathéter a été retiré et heureusement, tout est rentré dans l'ordre ensuite. L'effet secondaire principal que j'ai vu, moi, c'est que pendant plusieurs mois, 4, 5, 6 mois, soudainement, j'avais envie d'uriner. Et c'était soudain. Et il fallait que je me rende à la toilette
aussi rapidement que possible. Alors, la situation s'est beaucoup améliorée maintenant. Et il n'y a presque aucun effet secondaire. Je suis très actif maintenant. On m'a demandé de vous dire comment je me sens et à quel point je suis actif et tout ça, mon niveau d'activité. Et je dois vous dire que je fais tout ce que je faisais avant la procédure. Mes activités, le travail, etc. On m'a demandé de vous dire quel conseil je donnerais à quelqu'un qui a un diagnostic du cancer de la prostate et quelle était ma réaction lorsqu'on m'a dit que j'avais le cancer de la prostate. Et je dois vous dire que lorsqu'on m'a appris le diagnostic et que c'était un cancer qui était peu agressif, j'étais très à l'aise. Je me suis pas trop inquiétée. Je me suis dit, bon, les chances sont très bonnes que je vais guérir complètement. Et les conseils que je donnerais aux gens qui ont eu un diagnostic, je dirais, même avant votre diagnostic, c'est important, c'est essentiel d'avoir un bon médecin de famille. Et lorsqu'il voit qu'il y a un chiffre qui est trop élevé, que ce soit votre niveau de cholestérol ou votre APS, s'il est trop élevé, c'est important qu'il vous envoie voir un spécialiste pour faire un suivi. Et c'est ce qui est arrivé dans mon cas. Dès que mon niveau d'APS était trop élevé, immédiatement, on m'a envoyé voir un neurologue. Et lorsqu'on a un diagnostic de cancer, on doit être optimiste. Il faut être positif. Et le dernier conseil que je vous donnerais, c'est que lorsque vous allez voir les médecins, si vous êtes marié, amenez votre épouse. Si vous n'êtes pas marié, amenez votre blonde parce qu'elles ont tendance à mieux écouter le médecin que les hommes. Et je sais que ça a été le cas avec moi parce que souvent, lorsqu'on allait voir des médecins différents, mon épouse disait « Bon, mais il a dit A, B, C. » Puis moi, je me souvenais peut-être juste de A et j'avais oublié le B et le C. Donc, c'est toujours bien d'avoir quelqu'un avec nous. Et c'est tout. Merci. Alors, on va prendre des questions de la salle et aussi des gens qui nous écoutent en webdiffusion. Vous pouvez, si vous êtes sur le web, vous pouvez aller cliquer sur la boîte questions et poser votre question. Ou ici, vous pouvez venir au micro et poser votre question au docteur. Je m'appelle Robert. L'immunothérapie, comment est-ce que ça fonctionne avec le cancer de la prostate comparativement au cancer du cerveau, par exemple? L'immunothérapie, c'est plutôt pour des cancers très avancés. Le traitement par vaccin? J'en ai pas parlé dans ma présentation parce que, vous savez, j'ai parlé de la radiothérapie et de la chirurgie. Mais ils ont de très bons résultats récemment et on devrait être très optimiste lorsqu'il est question de cancer. Je ne suis pas conscient des études en immunothérapie. Il y a eu un documentaire de 6 heures la semaine passée de Ken Burns sur PBS de toute la recherche qui a été faite au cours du dernier siècle. Et maintenant, avec l'immunothérapie, ils prennent nos cellules, d'où on a le cancer, ils envoient ça en culture et ensuite ils les remettent dans la région où il y avait du cancer. C'est comme Pac-Man, vous savez, ils mangent les cellules cancéreuses. Et après 2, 3, 4 ans, les gens sont guéris du cancer du cerveau et d'autres cancers. Alors, je pensais que ce serait quelque chose qu'on pourrait examiner pour le cancer de la prostate. Je m'excuse, je n'ai pas ces informations. Merci beaucoup. Bonjour. J'ai 77 ans. J'ai eu un diagnostic à l'automne dernier. Et après une biopsie, le médecin m'a donné un score glycine de 8. Par contre, on m'a dit que c'est complètement limité à la prostate et
ça n'avait pas été ailleurs. Le cancer n'avait pas allé ailleurs. Alors, ça été vu après l'imagerie, après le scan 4. J'étais sur le Casodex pendant 30 jours et ensuite, ils m'ont mis sur une hormonothérapie qui est supposée durer de 4 à 5 mois. Chaque segment serait 4 mois. Donc, si je comprends bien, d'après ce que j'ai lu, d'après mes recherches, la thérapie par hormones ou la Légarde, ce n'est pas une guérison. Est-ce que vous pourrez me donner plus d'informations là-dessus? Pour certains cancers agressifs, on utilise la thérapie par hormones. Parfois, l'hormonothérapie seule, des fois, c'est combiné avec la radiothérapie externe. Si on a un glycine 8. Est-ce que vous avez dit que le cancer était dans la prostate, qu'il n'y avait rien dans les ganglions lymphatiques? Non? Donc, d'habitude, on utilise ça avec la radiothérapie pour guérir. L'hormonothérapie seule contrôle le cancer pendant plusieurs années, mais il n'y a pas de guérison, non. Est-ce que vous savez pourquoi on ne vous a pas envoyé en radiothérapie? Malheureusement, il ne parle pas au micro. L'interprète s'excuse. On ne parle pas au micro, donc on ne peut pas traduire. Vous n'avez pas à vous inquiéter parce que l'hormonothérapie contrôle le cancer. Alors, votre APS, peut-être qu'il est très peu élevé en ce moment et on a une question du web. Habituellement, on ne fait pas une curithérapie pour ce genre de cancer-là. D'habitude, on va faire une curithérapie à dose élevée. C'est un peu différent. Je vous en ai parlé rapidement. Mais on ne peut pas faire la curithérapie à dose peu élevée avec les grains. Alors, l'APS est allé de 8 à 12, si je comprends bien? Alors, c'est passé de 8 à 12. Alors, ce n'est pas une augmentation dramatique. Il y a une augmentation, mais ça pourrait être que le cancer grandit, mais ce n'est pas très rapide comme progression. Une autre question du web. J'ai eu une ablation de la prostate l'an passé à 52 ans. Avec Da Vinci, mon niveau d'APS est encore élevé à 1,76 de 26 avant l'opération. Pourquoi est-ce que c'est encore élevé? Pourquoi est-ce que j'ai encore un niveau d'APS élevé à ce moment-ci? Je présume qu'il y a encore du cancer là. Il faudrait en discuter avec le chirurgien pour voir s'il veut vous envoyer en radiothérapie, peut-être. D'autres questions de la salle? J'ai eu une ablation de la prostate il y a 9 ans. J'ai 82 ans maintenant. Mon APS, mon niveau d'APS a augmenté de 0 au moment de la chirurgie. Maintenant, 9 ans plus tard, je suis à 0,4. Est-ce que vous suggérez la radiothérapie? C'est un APS très peu élevé et ça vous a pris beaucoup de temps à monter à ce niveau-là qui est très peu élevé. Je ne pense pas que ça vous prend de la radiothérapie. D'après ce que vous me présentez, là, je n'ai pas tous les détails, mais je ne crois pas. Est-ce qu'il y a une chance que les graines peuvent sortir dans l'urine? C'est ma première question. Et deuxièmement, est-ce que vous pouvez nous faire un commentaire sur ce qui est arrivé à cet homme 5 jours après la procédure? Oui, il y a certains grains qui peuvent sortir avec l'urine et très rarement, ils peuvent aller dans les poumons avec le sang qui est autour de la prostate. C'est très rare, mais ça ne cause aucun problème, mais ça pourrait survenir ou il pourrait sortir dans l'urine.
je pense que c'est vrai, c'est très vrai ce que M. Glazer a dit, et je suis heureux qu'il n'est pas un patient idéal qui a eu aucun effet secondaire. Le tiers des patients quittent notre unité avec un cathéter en place. On le retire habituellement le lendemain au CLSC. On prend rendez-vous, on retire le cathéter et d'habitude, ça fonctionne. C'est très rare que ça ne fonctionne pas immédiatement et que le cathéter doit être remis en place. Et ensuite, on attend quelques jours avant de le retirer une deuxième fois. Les grains, est-ce que ça pourrait nuire à une imagerie par résonance? Ensuite, non. Et on fait même maintenant de l'imagerie par résonance après la curéthérapie pour voir si on a fait un bon travail. Vous avez parlé d'une biopsie qui est guidée par échographie. Je comprends maintenant que des fois, la biopsie est guidée par une imagerie par résonance. Est-ce que c'est vrai? Est-ce qu'on fait ça à Montréal? Est-ce que vous recommandez ça? Qu'est-ce que vous avez à dire là-dessus? Ah, ça, c'est un sujet brûlant. Vous avez parlé de quelque chose. Bon, les biopsies qui sont guidées par l'imagerie par résonance, je ne sais pas si c'est fait ici. Mon collègue me dit non, me fait signe que non, mais ça s'en vient à l'avenir. C'est de faire une imagerie par résonance. Et si on voit des lésions anormales, avec une échographie, on peut superposer l'échographie sur l'imagerie par résonance et on peut cibler la lésion qu'on voit. Mais ça coûte des centaines de milliers de dollars. Si vous voulez faire un don, je prendrai votre argent. 2 questions. La diapo compliquée que vous nous avez montrée qui comparait la curéthérapie au score da Vinci, je crois. Où est-ce qu'on peut obtenir cette diapo-là? Où est-ce que je pourrais voir ces informations? Où est-ce que je pourrais avoir accès à cette diapo? Parce que on n'a pas vu les informations, on ne les a pas bien vues à l'écran. Deuxième question. Est-ce que vous pouvez nous parler de la thérapie par proton? Je sais que ce n'est pas disponible au Canada, mais c'est semblable. Bon, la thérapie par rayon au proton, c'est encore plus précis que les photons dont on sert ici pour la radiothérapie. Ce n'est pas disponible au Canada. Je pense que ça coûte plus de 20 millions, en tout cas. Donc, c'est pas vraiment recommandé pour le cancer de la prostate parce que les avantages ne semblent pas être là. Pour le cancer de la prostate. Pour d'autres cancers, oui, mais pas vraiment pour le cancer de la prostate. Il y a même eu des discussions où on dit que les protons ont des taux de complications plus élevés. Donc, il y a eu beaucoup de discussions là-dessus l'an passé. Mais ça ne vaut pas la peine. Les nouvelles technologies qu'on a en ce moment, je pense qu'on peut faire un très bon travail. On n'a pas à payer tant d'argent. Vous n'avez pas à payer tant d'argent pour aller vous faire traiter aux États-Unis. Ça ne vaut pas la peine. Je voulais vous dire que à un des hôpitaux où ils font un projet de recherche, cette année, j'ai eu 25 doses élevées d'irradiation comparativement à 33 ou 40 et je pense que ça m'a simplifié la vie de seulement aller à l'hôpital 25 fois au lieu de 33 à 40 fois, comme mes amis ont dû faire. Oui, c'est vrai. On peut donner 39 traitements ou 25 traitements, c'est vrai, pour raccourcir la durée du traitement. Est-ce qu'il y a d'autres questions de la salle? Deux questions. Le traitement, l'hormonothérapie, ça dure combien de temps? Est-ce que vous pouvez être un peu plus spécifique dans votre question, plus précis? Alors, j'ai débuté au mois de septembre, j'ai 80 ans, mon glycine de 8 à 10 et je m'en tire très bien. C'est le seul traitement, l'hormonothérapie? En ce moment, oui. Est-ce que c'est une récurrence? Non. Donc, pendant bien des années, l'hormonothérapie, 5 à 7 ans souvent. C'est efficace pendant 5 à 7 ans. Deuxième question. Le test d'APS, à quel point c'est définitif? Ce ne l'est pas du tout. C'est pour ça qu'il y a
tellement de discussions sur le sujet. Alors, il y a deux choses. Premièrement, c'est pour détecter le cancer. L'APS n'est pas très bon pour ça. On peut avoir un APS de 2 et avoir le cancer de la prostate. On peut avoir un APS de 6 et ne pas avoir le cancer. Mais pour mesurer la réaction du traitement, l'APS est très bien, est très fiable. Si vous avez eu une chirurgie, l'APS est à 0, vous pouvez vous y fier. Si vous avez de l'hormonothérapie et que l'APS descend à 0,5 ou à 1, c'est un bon signe. Vous pouvez vraiment vous fier à ces chiffres. Merci, Dr. Tansky, pour toutes les informations que vous avez partagées avec nous. Une question. Vous avez dit une couple de fois que la radiothérapie a une mauvaise réputation. Pourquoi est-ce que vous dites ça? C'est à cause des complications, comme les saignements du rectum, les saignements dans l'urine, d'autres complications du rectum avec les techniques qu'on utilisait auparavant. Dr. Tansky, est-ce que vous pouvez nous parler du test d'APS? Parce que moi, je vais chercher mes résultats la semaine prochaine, alors je me demande si j'ai fait un bon investissement pour avoir ce test-là. Le PS3, vous dites? PCS3? Alors ça, c'est un test dans l'urine qui peut nous aider à décider si on devrait faire une biopsie ou non. Si le taux est plus élevé, ça peut indiquer s'il y a un cancer de la prostate ou non. Il y a beaucoup de discussions à Montréal là-dessus. Les gens ne sont pas certains de ça. Mais au Québec, ils le font beaucoup plus souvent. Alors, moi, je suis vraiment neutre concernant ce test-là. J'ai pas d'opinion. Ma question continue. Je poursuis sur ce que je vous ai dit auparavant. Après la radiothérapie, est-ce qu'il y a une raison de continuer l'hormonothérapie pendant un autre 2 ans et demi? Est-ce que ça va... Qu'est-ce que ça va faire? Oui, combien de temps est-ce qu'on devrait prendre des hormones? Après la radiothérapie, est-ce que ça devrait être 6 mois? Est-ce que ça devrait être 2 ans et demi, 3 ans? Ça dépend de bien des facteurs. Ça dépend de si vous avez d'autres problèmes comme le diabète, des problèmes cardiaques. Alors peut-être qu'on en prendrait moins longtemps. Si votre APS est très élevé et que votre score de glycine est élevé, et lors du toucher rectal, on a vu que la prostate était grosse, mais là, peut-être qu'on ferait l'hormonothérapie plus longtemps. Je n'ai aucun autre problème de santé. Et, à ce que je sache, les effets secondaires de l'hormonothérapie, je ne sais pas si ça vaut la peine. C'est très difficile de vous dire ça ici avec les informations que j'ai, malheureusement. On a une question du web. Il y a toujours un risque de récurrence après la radiothérapie plus qu'une chirurgie. Quel pourcentage de risque y a-t-il avec la curithérapie versus la radiothérapie? J'ai 58 ans, en surveillance active depuis 2009 et je me pose la question. Je pense qu'après la curithérapie et la chirurgie, les résultats sont au moins semblables lorsqu'il est question de guérison. Alors, un taux de guérison de 90 à 95 %. Donc, je pense que c'est très, très comparable. Les deux traitements sont très comparables. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Merci beaucoup. Alors, j'aimerais remercier nos conférenciers, les participants dans la salle et ceux qui nous suivent en webdiffusion et à vous tous à Brome-Missisquoi. Avant de quitter, s'il vous plaît, complétez le sondage. Au bas de l'écran, vous l'avez avant de fermer la session. Alors, ça nous aide à planifier
nos activités et le contenu pour vous aider. On aimerait vous rappeler que pour vous inscrire à notre marche du courage le 21 juin, la journée de la fête des pères au Parc Jean-Drapeau, notre prochaine conférence sera au mois d'octobre à Québec sur l'incontinence. Alors, appelez ou visitez-nous sur notre site web, envoyez-nous un courriel. Procurez-la pour vous. Merci beaucoup et bonne soirée.